Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui au Salon du Bourget. Nous sommes sur le stand d'Assaut avec le Rafale derrière nous et un grand homme à côté de nous. Marty, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais? Alors, j'étais un ancien pilote de l'armée de l'air, maintenant réserviste, et je travaille pour Dassault pour présenter le statique au Salon du Bourget. Allez, je te suis du coup, je fais Allez, le tour. allons-y. Alors, en dehors du fait qu'il soit beau, Ah, c'est une superbe machine. Racé, là, on est en face d'un Rafale monoplace, le Rafale C, avec toute une panoplie d'armement sous les ailes et au sol qui montre l'extrême flexibilité et sa possibilité de pouvoir faire énormément de missions. ah, Voilà. C'est avant un de... couteau suisse cet avion. c'est un omni-rôle. Exactement. Avant de passer sur les missiles, qu'est-ce que c'est les petits capteurs qu'on voit là-haut? Alors on a un radar ici dans le nez à balayage électronique actif et juste au-dessus on a de l'optronique. De l'optronique avec une voix TV qui va voir de l'image comme si vous filmiez avec une caméra noir et blanc. Et sur le côté, une boule comme un petit R2D2, une boule infrarouge qui va surveiller en face de l'avion toutes les signatures infrarouges qu'il pourrait détecter. C'est ce Voilà, qu'on appelle l'IRST, c'est ça? IRST, Alors, exactement. c'est quoi la différence avec les voies infrarouges habituelles? Celle-ci, elle nous permet de traquer plusieurs cibles et de détecter plusieurs cibles et d'en traquer une éventuellement. On Mais peut faire même de l'image infrarouge. est-ce que ça veut dire qu'on peut accrocher une cible et tirer un missile sur une cible qui aurait été simplement accrochée infrarouge? Tout est possible sur Rafale. Ça, c'est bien. Voilà. Devant nous, alors, c'est le plus gros, Alors, c'est c'est le le plus premier. gros missile qui est présenté ici. C'est une mission qui est donnée à la Marine nationale. C'est un AM-39 Exocet qui permet de détruire certains bateaux. C'est un Voilà, missile anti-navire. exactement. À côté, ça, c'est pas un missile, c'est un Non, pod. alors ça va être monté sous l'entrée d'air droite sur un point d'emport particulier où une voie de communication vidéo transmet l'image du pod Talios qui sert de désignation de cible pour les guidés laser. Le guidage laser de bombes guidées laser. Voilà. C'est-à-dire qu'il va. A2SM ou GBU 12, 24, etc. Ça, c'est des questions de poids. Oui, Ce que tu alors donnes. les différents types de bombes qu'on verra un peu plus loin sur le tour avion. Effectivement, la petite boule qui est devant va se mettre en mouvement et on va pouvoir désigner des cibles au sol en voie TV et également en voie infrarouge pour pouvoir travailler de nuit. Et il y a de la reconnaissance de forme automatique et des choses qui sont prévues. Là, je ne peux pas en dire plus, mais il y a effectivement pas mal d'options à l'intérieur de la nacelle qui est transmise au pilote sur les écrans à l'intérieur du cockpit. Là, on voit également qu'il y a des capteurs. Oui, Typiquement, les capteurs noirs, ça correspond à quoi? alors le capteur noir, c'est un détecteur laser. Quand un système d'armes adverse vous pointe, vous télémètre avec un laser, eh bien, ce petit capteur qui a l'équivalent de l'autre côté et également sur le cigare en haute dérive, va vous permettre de savoir que vous êtes télémétré, donc potentiellement engagé par des adversaires. On ne peut pas brouiller le laser, par contre, on va pouvoir s'échapper éventuellement. À l'avant, ce n'est pas un capteur, c'est juste une lumière qu'on va utiliser. Elles sont au nombre de 3 par côté de l'avion, donc un ici, un en haute dérive et un à l'arrière de l'avion, qui permet de tenir de la patrouille serrée de nuit. Donc, on allume ces feux particuliers pour pouvoir avoir une forme de triangle de nuit et pouvoir évoluer en patrouille serrée quand on recueille un avion. Voilà. Alors, si on recule un petit peu, là, Là, par contre, ça, c'est un capteur. alors, oui, c'est un capteur d'écoute électromagnétique. Autour de l'avion, vous avez sur 360 degrés différents capteurs, laser, électromagnétique et en haute dérive, on verra après infrarouge, ce qui est intégré à Spectra, le système d'autoprotection de l'avion. Ce capteur-là va recevoir une onde radar de n'importe quel type, RR, air-sol. Il va l'analyser, la localiser dans l'espace et va présenter en fonction de l'analyse au pilote si c'est un radar ami, ennemi ou inconnu. Et le pilote prendra des décisions en fonction de C'est-à-dire qu'il y a ce qui est détecté. il y a une bibliothèque qui est enregistrée dans l'avion qui permet Exactement. d'identifier comme une empreinte digitale. Exactement. Exactement. Et juste au-dessus, à l'emplanture du canard,
on a l'opposé, je vais dire. Vous avez l'onde qui arrive. Et bien ça peut émettre une onde déformée pour créer du brouillage. C'est-à-dire que le radar qui est en train de nous capter, il va recevoir une information qui est fausse et du coup, il va avoir un écho qui n'est pas au bon endroit. Exactement. Et pour le coup, le missile ne trouvera pas sa cible. Excellent. Donc, vous avez des brouilleurs, des oreilles tout autour de l'avion. C'est pour ça que le système Spectra protège l'avion dans les trois bandes en quelque sorte, laser, électromagnétique et infrarouge. Et est-ce que c'est synchronisé? Par exemple, est-ce qu'on peut synchroniser les infos qui viennent du Rafale, de l'optique et de l'électro, de l'EM? Alors, on ne va pas synchroniser, mais on va fusionner toutes ces informations de telle sorte à présenter une image et une situation la plus précise possible. C'est comme si on donnait un critère de qualité. Plus vous avez d'informations sur une seule piste, plus elle sera valable. Excellent. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, Là, on a un réservoir avec une forme assez volumineuse sur l'avant. C'est un réservoir subsonique. On ne pourra pas accélérer au-delà de Mach 95 avec. Une quantité de carburant de 2000 litres, 1,5 tonne de carburant. Voilà. On peut en monter. Le Rafale est équipé de 5 points humides, un sous fuselage et 2 de part et d'autre sur les ailes. Donc 5 bidons possibles pour de longs convoyages si nécessaire. Les configurations de guerre les plus souvent utilisées sont 3 bidons, un pod pour toutes les versions bombardier ou reconnaissance. Et si on veut utiliser des bidons supersoniques, il y a les mêmes avec une masse d'1 tonne de carburant qui sont plus profilés, qui permettent de passer le mur du son. on peut faire la distinction. Les humides, ça veut dire qu'on peut mettre de l'essence. Par contre, les autres, Exactement. c'est des points d'amphore secs. Donc là, Exactement. on met des missiles. Là, on est sur un point 1 humide, point 2 humide, point 3 sec. Donc, on ne pourra pas utiliser de bidon en point 3. Qu'est-ce qu'on a comme Là, on peut capacité? voir une capacité d'emport tribombe. D'emport tribombe avec des bombes export. Donc, vous avez la capacité d'emporter sous ces tribombes des masses de 300 kg environ. Et donc, bien, ça donne une panoplie d'armement qui peut être 6 GBU-12 ou 6 A2SM. Et sachant que les A2SM sont des emports avec des têtes qu'on peut changer de type GPS seulement et inertiel, GPS inertiel et laser, ou GPS inertiel et imageur. Voilà. On passe en point 3. Point 3, vous avez une panoplie de 6 missiles initialement. Avec ce point 3, vous montez à 8 missiles possibles. De l'infrarouge en bout d'aile, de l'électromagnétique en point 2, point 3 et sous fuselage. Les plus gros missiles qu'on va utiliser actuellement, ce seront des météores qu'on verra un peu plus loin. Là, vous avez un corps de bombe d'1 tonne avec un guidage type PVOE 3. C'est globalement, exactement, vous avez en utilisant un pointeur laser, le Talios, le guidage ici de l'œilleton. La bombe va se guider sur ce que vous désignez avec le Talios et elle va aller détruire des bâtiments renforcés. Parce qu'en fait, c'est des kits qu'on ajoute sur un corps de bombe lisse Exactement. classique. On met des petites ailettes qui permettent De guider la bombe. Elle va se déplacer Tout à alors fait. que pourtant, c'est une bombe simple à la base. Tout à fait. Le but, c'est d'avoir des corps de bombe de 1500 ou 250 kg sur lesquels on va leur mettre des empennages qui vont leur permettre de pouvoir planer pour certaines, notamment cette gamme-là, et un kit de guidage qui va permettre d'être extrêmement précis à l'arrivée de la bombe. Sur plusieurs Voilà. dizaines de kilomètres. Et il y a la possibilité de tirer sur un véhicule en mouvement, par exemple? Alors oui, c'est possible, mais là par contre, il va soit y avoir un tracking, une poursuite de la cible via le le Talios, Talios. ou le pilote lui-même va bouger la ligne de visée pour que la bombe puisse faire la correction jusqu'à impact. Donc on utilise très souvent, alors une bombe de 1000 kg pour détruire un véhicule, ça fait un peu lourd. Par contre, des bombes type GBU-12 sur des véhicules, oui, c'est clairement possible. Donc là, on va diviser par deux la taille à chaque fois. J'ai lu 24, 16. 1500 et 250 kg. Et après, il y a des amis à l'export qui ont choisi d'intégrer d'autres. D'autres types d'armements, effectivement, dont je ne connais absolument pas les capacités. Parce que tu voles encore dans l'armée de l'air, on va le préciser. En tant que réserviste, oui. Qu'est-ce qu'on voit si on fait le tour? Eh bien, on voit l'aile qui, si on regarde l'épaisseur de l'aile, elle est relativement fine. La structure est très solide. On peut y mettre du carburant forcément dedans, mais il faut savoir que l'aile peut soulever
une masse d'une tonne 5 avec le bidon, mais on peut également mettre un scalp en point 2, donc un emport biscalp, et des missiles en bout d'aile. Et ça, l'avion va pouvoir résister à un facteur de charge de 5G5. Donc, malgré Pourquoi la faire du finesse de ouais. l'aile, ben, l'avion est très très résistant. Alors, le missile Scalp, on va préciser, C'est c'est celui un qu'on voit missile. sous, Ah bah voilà. c'est celui qu'on voit monter sous fuselage. Là, il est dans sa version monoscalp. C'est un missile de croisière très longue portée, qui nécessite une préparation en amont de la trajectoire, de l'arrivée sur l'objectif. Et l'avion, c'est comme un avion, c'est comme un drone, c'est autonome. Voilà. Une fois qu'il est lancé, il fera sa vie tout seul. C'est une portée qui est au-delà de 500 km d'après les fournisseurs du missile. Alors, d'ailleurs, si on parle des différents types de missiles RR, parce qu'on est passé à côté, Oui, on dit toujours il y a des missiles courte portée, moyenne portée, longue portée. exactement. Alors, c'est quoi les gammes? Alors sur Rafale, on a une certaine flexibilité parce que le Mika existe en deux versions. Une version électromagnétique qui va se baser sur une onde radar qui touche une cible, qui va revenir sur le radar et donc va se guider ainsi. On a en bout d'aile, à l'extrémité des plumes de l'avion, au saumon, on a deux Mika avec une tête particulière qu'on appelle infrarouge. Donc, ce missile-là peut être utilisé comme un Mika électromagnétique, soit à très courte portée lors de dogfight, de combats rapprochés, soit à longue portée, et donc guidé par le radar initialement et la liaison avion-missile, et arriver sur sa cible en utilisant son capteur infrarouge, et donc finir sur les cuillères de l'avion euh, qu'on essaie de détruire. Donc, optique, ça veut dire que l'autre en face ne sait pas qu'il est visé. S'il a des détecteurs électromagnétiques, il ne va pas savoir qu'il y a un missile qui lui arrive dessus. Alors si on utilise pur le Mika infrarouge, il ne se base que sur un guidage terminal infrarouge, donc sur une signature de chaleur. Par contre, pour l'amener jusqu'à sa cible, on peut utiliser le radar. Donc il va se guider, le radar donne la source de l'information, donc le vecteur, et le missile ira sur Il va cette remonter cible. ensuite. Voilà. En Qu'est-ce- dessous, donc on a du courte, moyenne portée et du très longue portée avec du météore. Alors, le Météor, c'est le missile RR qui a la plus longue, ce qu'on appelle la No Escape Zone du monde. Oui, C'est-à-dire que normalement, tac, en fait, c'est l'appareil qui permet en supériorité aérienne d'avoir la capacité de détruire son ennemi le plus loin au monde. Il n'existe pas de missile qui soit plus efficace que celui-là. Évidemment, il est monté sur Rafale, parce que c'est le meilleur avion du monde. exactement. Et puis on en emporte deux sous fuselage. Et donc ben, ça peut donner effectivement une puissance de feu et une variété d'utilisation de missiles infrarouges très importante. Forcément, vous allez rentrer chez l'ennemi, vous allez utiliser des météores pour les repousser, puis vous allez vous rapprocher forcément et vous passerez à la gamme moyenne portée, Mika électromagnétique, voire infrarouge. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une nacelle bien particulière que je n'ai jamais utilisée. C'est utilisé essentiellement par la Marine nationale. Elle sert à quoi? À utiliser le Rafale comme nounou, ils appellent ça une nounou, donc donner du pétrole à un Rafale qui en aurait besoin parce qu'il a manqué un appontage. Voilà, donc en dessous, c'est une nacelle de ravitaillement en vol. Et Le donc Rafale ici, peut effectivement faire ravitailleur. donc c'est le Rafale. Effectivement. Donc là, vous avez, on imagine le panier qui va s'ouvrir tel une pétale, une tulipe, dès que le tuyau va se délover à l'arrière. Le deuxième rafale va venir à l'arrière. À l'intérieur, vous avez une platine particulière qui permet de donner du pétrole, une certaine quantité, et la nounou donnera du pétrole au rafale qui en a besoin. Et après, tactiquement, un état-major peut décider aussi d'allonger la portée de la mission. Alors, le gros avantage de la flexibilité d'un avion de combat comme le Rafale, c'est si le jour J, on a besoin de rentrer dans les terres, de rentrer chez l'ennemi un peu plus loin et qu'on nécessite le besoin de ravitailler en vol, ben peut-être qu'un Rafale peut ravitailler un autre Rafale pour aller un peu plus loin. Voilà. En haut de dérive, Oui. en haut de la dérive, on voit une demi-sphère. Il y a l'équivalent de l'autre côté de la dérive. Cette demi-sphère, elle surveille l'environnement froid autour de l'avion qui va permettre de détecter des départs missiles. Et donc, si on a sélectionné et programmé son Rafale pour tirer des leurres automatiquement, il le fera plus rapidement qu'une décision pilote de larguer ses leurres.
Donc ça aide à dire attention, vous avez un missile en approche et il faut tirer des leurres. Et les Voilà. leurres, ils partent d'où? Les leurres, ils partent d'ici pour les leurres infrarouges et les leurres électromagnétiques d'un système qu'on place Ce qu'on à appelle l'arrière. les paillettes souvent. Les paillettes, exactement, c'est des petites paillettes d'aluminium. De Voilà. ce côté-là, il y avait la 2SM. Alors de ce côté-là, on avait les bombes guidées laser, maintenant on passe aux A2SM. Attention aux ailettes qui sont plutôt tranchantes, celle-ci aussi. Vous avez un A2SM sur le F4 qui fait 1 tonne ici. 1 tonne, la bombe guidée GPS inertiel avec un empennage et un kit de propulsion pour lui donner un peu plus d'allonge. C'est-à-dire c'est plus que de la portée de planer. Exactement. C'est quoi la finesse normale? Je ne saurais pas dire la portée, mais ce qui est simple avec un Rafale, c'est qu'on rentre dans un domaine, il va nous dire shoot, on shoot, et quelle que soit la portée, il sera capable de le faire. Même si on n'est pas en cap direct vers l'objectif, la bombe est capable de faire une son trajectoire pour aller sur les coordonnées GPS, les coordonnées géographiques de l'objectif. Ah. C'est forcément pour des objectifs fixes. Bien sûr, dans ce Voilà. cadre-là. Sinon, Ouais. on peut désigner avec un laser quelque chose qui Comme bouge on- la lèvre, Exactement, il faut un laser pour suivre la cible. Je vais expliquer juste parce que alors, j'étais préparateur de mission sur Rafale, Vas-y. fut un temps. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de banane, une Exactement. zone qui va apparaître dans L'écran L'écran central principal. de situation tactique. Et quand le pilote rentre dedans, alors en fonction de s'il est face à sa cible ou pas, cette banane, elle va évoluer de taille. Ouais. Quand il est dedans, il appuie sur le bouton. Ça shoot. Et parce qu'il y a les gentils préparateurs de mission, ça va partir tout seul. Attention. Pardon. Là, dans le même principe, pour plus d'objectifs, mais moins durcis, parce qu'une tonne, c'est pour des objectifs très gros. Là, vous avez une grappe de 3 A2SM. 3 A2SM avec la même idée, un kit de guidage et de direction, et un kit pour planer. Vous avez des ailettes qui vont sortir, donner de l'aide au fait qu'elle puisse planer, et un kit de propulsion à l'arrière pour lui allonger sa portée. Et il existe 3 kits de guidage, un guidage GPS inertiel, un guidage GPS inertiel laser et un dernier guidage GPS inertiel et imageur. Ça veut dire qu'avec une image, on a fait passer des rafales avec Reco NG, on a identifié des objectifs, on en sort, on en extrait des vecteurs, des imagettes qu'on va envoyer dans les corps de bombe, dans les kits de guidage. Et quand la bombe va arriver à la verticale, elle va prendre des photos, elle va identifier son objectif. C'est la bombe la plus précise qu'on puisse avoir. C'est de la reconnaissance de forme et donc il va choisir de Exactement. taper la bonne œuvre. La bonne forme, même si une partie de l'image est obturée par de la fumée, par exemple. Ou des nuages ou autre chose. Exactement. Voilà, donc le tour est à peu près fait. On voit des canards qui aident à la manœuvrabilité de l'avion. Hyper également- manœuvrabilité. Alors oui, ça donne des virages un peu plus incisifs, ça aide l'avion à voler à très basse vitesse, parce que l'aile va être courbée grâce au bec devant l'aile, mais aussi grâce aux ailerons qui vont se courber un peu, et les canards qui vont recoller les filets d'air sur l'aile, et c'est pour ça qu'on a des vitesses d'approche relativement réduites. On peut poser un Rafale à 120 nœuds. Waouh, ok, d'accord. Voilà, donc c'est très réduit. Quoi dire Combien d'heures de volta sur cette magnifique machine? Un peu plus de 2100 heures sur Rafale. Ah, écoute, Et, on va renvoyer vers ton compte Instagram, surtout c'est là que c'est le plus joli. moi, je Ah trouve. bon, j'aime ça. Ah, j'adore. Ah bah excellent, merci. On va renvoyer vers ça. Et puis tout de suite, on va aller chez les copains de Sogitech pour voir le simulateur, l'entraînement des pilotes, comment ils s'entraînent sur Rafale. Excellent. Merci, Marty. Merci pour tout. À très vite. À très vite. Ciao. On continue avec Sogitech. On a la chance d'être accompagné par un ancien pilote de Rafale, c'est ça? Mirage 2000, Mirage 2000, Rafale, t'as fait aussi. un petit peu. Et le Mirage F1. Oui. Ouais, il a tout fait. Donc, on est ici avec le simulateur de vol du Mirage 2000, du Rafale. Waouh. À quel standard? Alors c'est un simulateur sur un standard F3R, donc le dernier standard du Rafale. Celui qui est actuellement opérationnel dans les armées. C'est celui qui est actuellement opérationnel dans les escadrons français et qui préfigure également la simulation F4 qui va pas tarder à être livrée. Excellent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'il y a dans le cockpit? Qu'est-ce qu'on voit devant nous? Les différents panneaux. Alors on a parlé tout à l'heure donc de simulateur de vol Rafale. En fait, il faut savoir que dans la simulation Rafale, il existe plusieurs systèmes de formation de training. Du fait que les équipages Rafale ont besoin de formation progressive. Et donc, on propose une gamme de simulateurs qui vont d'un Part Task Trainer, d'un PTT,
au FMS, donc le Full Mission Simulator, en passant par un outil intermédiaire qu'on appelle le ULIS, le Unit Level Instruction System, qui est celui qu'on présente ici, et qui est voilà, qu'on voit, c'est un système qui est représentatif de l'avion en termes de modèle de capteur, d'interface homme-système, mais pas forcément du cockpit, puisque le cockpit de Rafale n'est pas celui-là. En revanche, le pilote a accès à toutes les fonctions et peut travailler donc toute sa gamme en RR et en air sol. Donc c'est-à-dire qu'il fait la gestion du logiciel, la gestion de la coordination d'une patrouille, ses amis, ses ennemis. Alors, il utilise ce système principalement pour apprendre les commandes. Donc, les commandes, les OTAS, ce qu'on appelle donc le manche et la manette, Oui. sur laquelle il y a, on le voit, une trentaine de fonctions qui sont réparties, qui sont elles-mêmes multiplexées. Hein. Donc, chaque interrupteur a plusieurs fonctions, qu'on soit en mode RR ou air sol. Et donc, cette complexité nécessite, comme un pianiste, d'être répété souvent. Donc, ce simulateur sert donc à répéter ces interfaces, à pouvoir bien les gérer, mais également par le biais de touches tactiles, hein, comme sur l'avion, à venir s'entraîner donc à l'organisation donc de la cabine, la gestion des capteurs et à toute la préparation des plans de vol, des plans de tir, ainsi que la gestion de ses armements. Là ici, on voit qu'on a d'autres avions avec nous. C'est quoi, du Mirage 2005 là-bas? Alors, le simulateur a un environnement tactique, donc il a un serveur tactique qui génère donc à la fois des menaces, mais également des amis, mais également de la météo. On voit ici un nuage qui est là. Et donc, ça permet de complexifier l'environnement du pilote et donc de l'immerger complètement dans sa mission telle qu'il va la rencontrer en vol. Voilà. C'est-à-dire que c'est le genre de choses, on a du mal à trouver des Sukhoi 27 pour faire des entraînements en réel, quoi. Ils sont en simulateur. Donc, il y a à la fois le Sukhoi, mais le Sukhoi avec son radar, son système de guerre électronique et ses armements. Et qui sont fidèlement modélisés. Ce qui fait que le pilote va se confronter à des menaces qu'il aura rarement en réel. Et ce qui va en simulateur le préparera de manière optimale le jour J face à ces menaces. RR et solaire également. Tu nous montres? Allez, c'est parti. Qu'est-ce C'est que vous parti. voulez faire? Ah bon, on peut voler? Alors, Je sais pas, t'as pas des hostiles à intercepter? s'il y a des hostiles, Allez. mais avant tout, je peux vous montrer un ravitailleur. Donc là, on a une patrouille de Mirage 2000 et de Rafale qui sont en phase d'attente pour ravitailler. Et donc, on est dans un dispositif de ravitaillement. Donc là, en l'occurrence, le système va permettre au pilote de répéter ses procédures sur un ravitailleur. Hein, voilà, donc procédures, les positionnements, les repères visuels, la radio, jusqu'au contact pour prendre le carburant. Voilà, donc on va regarder ça. Ah là, Donc- devant toi, tu as... Qu'est-ce que ça? Ça, c'est la trajectoire qui est prévue? Alors ça, c'est non, ça, c'est le radar que j'ai préparé, que je vais utiliser tout à l'heure. Voilà, donc je vais essayer de stabiliser l'avion là. Voilà, donc là, à peu près la position du contact. Voilà, tac. Bon, on est déjà assez près là. Voilà. Donc c'est à peu près là, voilà ce que voit un pilote lorsqu'il est sur un panier. Donc on va aller se promener maintenant. Attitude. Voilà, et puis là donc on va voir que j'ai des menaces. On pourrait aller les chercher. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer de connecter plusieurs cabines les unes avec les autres? C'est entraîner plusieurs rafales les uns ensemble. Bah oui, oui. Alors le but de la simulation, elle a plusieurs volets. Hein. Donc c'est former un pilote à l'apprentissage du système d'armes, c'est-à-dire savoir opérer les missiles, les armements. Mais avant ça, c'est connaître la machine, donc l'usage normal et anormal, c'est-à-dire savoir maîtriser toutes les pannes. Et dans un avion monoplace, on traite les pannes de manière mentale, c'est-à-dire que il faut que le pilote, certes, il a une checklist, la procédure, c'est sortir de la checklist, mais il faut bien connaître ses pannes et imaginer qu'on n'a pas l'aide documentaire, on n'a personne pour l'aider à bord, on n'est pas sauf dans les biplaces. Donc il y a un gros travail d'apprentissage des pannes en simulation. Et puis lorsqu'on maîtrise l'ensemble, on passe à la phase suivante, c'est travailler en patrouille. Voilà, et donc les simulateurs qui sont livrés par 2, par 4, qui permet donc aux équipages de s'entraîner à vol en patrouille. Donc on l'a vu tout à l'heure, mais on peut communiquer, se voir. On a la transmission des liaisons de données.
Et donc, il y a patrouille Rafale, mais il y a aussi patrouille vers d'autres types d'avions qui est possible? Alors, on pourrait se connecter à d'autres simulateurs, Mirage 2000 et autres. Donc aujourd'hui, l'armée de l'air pourrait se connecter à ces simulateurs. Pour cela, il faut disposer de réseaux. Oui. Il faut disposer de systèmes de cryptage pour protéger l'échange de données. Et puis, il faut surtout que les simulateurs soient développés dans des standards de communication. Voilà. Donc ça, on le fait, c'est mis en œuvre. Et ensuite, il faut avoir le temps, l'organisation. Ça prend beaucoup de temps à organiser des séances connectées. Et voilà, et parfois le plan de charge ne permet pas de faire ça. Mais effectivement, nativement, les simulateurs sont livrés avec des capacités de connexion. Face à nous, là-bas, il y a un double carré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai accroché une cible. Tu Voilà. l'as accroché quoi? Un radar, guerre Je l'ai électronique? accroché avec mon radar. Voilà, donc j'ai un domaine de tir qui apparaît. Donc là, je suis derrière la cible, donc j'ai un domaine de tir qui est petit, mais ça signifie que je suis accroché, que mon missile est rallié et que dès lors que je rentre dans le domaine et que je branche ma sécurité radar, je vais pouvoir tirer. Voilà. Quand tu vas tirer un missile ou larguer une bombe, imaginons que tu dois bombarder une cible, ça va te mettre une forme de zone dans laquelle ton avion doit passer. Et quand tu arrives dans cette zone, ça veut dire que tu appuies sur le bouton, ça fait coup au but à 100%. Ouais, le système de l'avion a un calculateur qui génère donc les domaines de tir et qui présente au pilote sa position donc par rapport au tir de son missile, mais également sa position par rapport à la menace. Voilà, donc il sait confronter ce domaine de tir à celui de la menace. Alors là, on est à 300 nœuds, donc on ne va pas très vite, Oui. mais on peut aller faire un tour en très basse altitude. Voilà, on peut aller se balader dans les montagnes là. Alors là, on est sur une base de données qui est très fidèle. C'est où? On est dans les Alpes. On est au-dessus de Hyères. On n'est pas loin de Gap. Donc là, je suis à 500 nœuds. Voilà, et je vais descendre dans une vallée. Voilà. Voilà, donc là, il se passe un truc intéressant. Oui. En fait, c'est un système de sécurité, on appelle ça le GCAS. C'est le Ground Collision Avoidance System. En fait, c'est un système qui vérifie donc la vitesse et la pente de l'avion par rapport au sol et qui, en dessous d'un certain seuil, reprend les commandes sur l'avion. Donc, C'est pour l'anti-collision active. Ouais, donc qui permet de sauver le pilote. Et est-ce qu'il y a du vol très basse altitude automatique comme on pouvait l'avoir sur Mirage 2000? Ah oui, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'on peut voler à très 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 bas. C'est l'avion qui pilote tout seul. C'est ça, c'est du SDT. Donc là, j'ai enclenché celui de terrain. Voilà, donc l'avion, il va rester donc à une altitude et il va épouser le terrain. De manière automatique, je ne touche plus à rien. À quelle altitude? On est à 500 pieds. Ouais. Voilà, donc je peux mettre en virage. Donc là, il va aller rechercher il va redescendre. Et puis il va remonter de manière automatique. Donc il y a très peu d'avions au monde qui font ça. Hein. Le Rafale, c'est quasiment le seul qui a cette capacité à intégrer l'avion. Les Américains, par exemple, ont besoin de pods pour faire ça. Donc ça prend un point d'emport et ça n'a pas la même fiabilité. Donc ça, c'est une grande force de l'avion. Pareil, d'ailleurs, si on parle des Américains, plusieurs fois on a entendu, notamment sur le F-35, les Américains se dire que c'est le seul avion qui est capable de connecter pour l'entraînement des avions en l'air avec des simulations au sol. Est-ce que le Rafale, on peut connecter un simulateur au sol avec des pilotes qui volent réellement? Alors c'est du buzz, ça veut rien dire. C'est faux, parce qu'on le fait ici, on le fait aussi. Ok. Ça ne fait pas appel à des technologies complexes. Et ils sont même en échec sur leur objectif. Oui, parce que on va quand même le préciser. Ok. Le simulateur du F-35 n'est pas prêt, contrairement à ce qu'ils disent. Non, il est prêt, mais Pas la version F4 sur laquelle ils travaillent. La version le 4. projet qu'ils avaient de développer de la simu embarquée et ce qu'on appelle le LVC est très loin d'être au point. À un point que
On ne sait pas trop, mais ils ont quasiment jeté l'éponge, alors que Dassault Aviation va sortir la simulation embarquée sur l'avion au standard F4. Alors, Ce sera une vraie réussite, quoi. concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton avion, tu vas pouvoir avoir ta patrouille qui, en simulation, va avoir un Sukhoi 35 sur la gauche? C'est ça, c'est-à-dire que tous les jours, les pilotes pourront avoir des scénarios avec des menaces complexes qui seront elles-mêmes programmées au simulateur, mais ils vont embarquer la programmation du simulateur dans l'avion. Donc ils pourront s'entraîner avec des programmations de menaces RR, de menaces solaires, voilà, avec des armements exotiques, enfin, des choses qui seront difficilement organisables, on va dire, comment dirais-je, en live pur. Et l'intégration du casque Scorpion de Thales, ça va se faire également en simulateur ou ça va être des affichages qui seront devant toi? Alors le Scorpion sera intégré, on viendra au simulateur avec son Scorpion. Ok. C'est-à-dire qu'on a le vrai casque au simulateur. Et donc, il y aura des capteurs autour pour voir la position de la tête du Oui. pilote et tout le reste. Voilà, c'est ça, oui. Génial. Mais effectivement, donc le casque devient un élément à part entière du système d'armes, hein. Et toi qui vois l'évolution du Rafale, c'est un avion qui va rester pertinent. On voit qu'il y a un Rafale F5, etc. On sait qu'il va rester au point jusqu'en 2050. Et le potentiel, il est considérable c'est c'est un élément à part entière du SCAF, quoi. Il est déjà SCAF, le Rafale. On parle du SCAF aujourd'hui, mais le SCAF existe déjà. Et le Rafale en est l'une des composantes majeures. Voilà. Tu as vu peut-être que dans la dernière LPM, la loi de programmation militaire, ils ont voté pour le financement, le développement d'un neurone, un successeur au neurone, qui serait opérationnel et qui volerait dès 2030. De quoi on est vraiment. Donc là, c'est pour accompagner le Rafale, évidemment, puisque le SCAF n'arrive qu'au mieux en 2040. C'est Donc, ça, c'est ça. encore de belles évolutions. Et ben, c'est très joli tout ça. Un Voilà. grand merci. Je t'en prie. Les amis, on espère que ça vous a plu. Vous avez compris que le Rafale, c'est le meilleur avion du monde. On le dit pas, mais tout le Si, monde si. le pense. On le dit, enfin moi je le dis, mais comme ça, j'ai réussi à faire dire à quelqu'un de chez Dassault, il l'avoue, c'est le meilleur avion du monde. On espère que ça vous a plu, on vous dit à très bientôt, et puis plein d'autres vidéos qui vont arriver sur le Bourget. Ciao.